Bonjour et bienvenue à Hockey le magazine. Je suis Denis Gauthier, accompagné de mon collègue Jasmin Leroux. Encore beaucoup de matériel pour vous cette semaine. Oui, tout à fait. Bien, depuis de nombreuses semaines, on vous parle souvent du parcours au hockey mineur d'anciens joueurs, mais cette fois, on va s'attarder au parcours d'un ancien officiel de la LNH, Denis Morel, et on va également parler avec Sylvain Guimond de psychologie sportive, encore une fois. Et je vous reviens de nouveau avec d'autres nouveautés concernant les gardiens de but dans la chronique équipement, et on retrouve Ramzi Abid pour des exercices sur la glace. Hockey magazine, c'est parti! Hockey le magazine, en collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec. On est cette semaine à Hockey le magazine avec l'attaquant des Chevaliers de Lévis, Joshua Roy, qui est un des meilleurs espoirs pour le prochain repêchage de la Ligue de hockey junior major du Québec, mais qui évolue également avec les fameux Chevaliers de Lévis, qui ont eu une saison tout à fait incroyable. Avant de te parler de toi, Joshua, je veux savoir comment ça s'est passé cette saison-là. 34 victoires de suite, ça a été vraiment incroyable comme parcours. Ouais, c'est vraiment une saison incroyable ce qu'on fait en ce moment. Cette saison-là, on va s'en souvenir toute notre vie, dans notre carrière de hockey. Je pense que ça a été une des plus belles saisons qu'on va avoir vécues. Est-ce qu'au début de la saison, vous aviez le sentiment que vous avez une équipe spéciale, peut-être en particulier? Est-ce que ça vous a surpris, les succès que vous avez eus? Oui, bon, on savait qu'on allait avoir une bonne équipe, mais au point d'avoir autant de victoires que ça, puis pas de défaites, on pensait vraiment pas à ça. On a été surpris, mais en même temps, on s'attendait à une bonne saison. Si on regarde tes chiffres, on va dire que l'adaptation s'est bien passée, mais est-ce que tu trouves que ça a été difficile, l'adaptation au niveau Midget 3? Est-ce que ça a été une grosse surprise? Bien, c'est ça, c'est un peu plus... Le jeu il est plus vite, puis le jeu il est plus physique. Mais sinon, la différence n'est pas énorme, mais il y a quand même une bonne différence. Ouais. Quand on regarde les chiffres que tu as, ils se comparent, par exemple, à ceux d'Alexis Lafrenière il y a quelques années, quand il a joué Midget 3. Il y a de plus en plus, ton nom circule beaucoup pour le repêchage. Est-ce que c'est une pression peut-être spéciale que tu te mets sur les épaules maintenant? Ben non, moi, je pense pas. Je joue ma game, puis il arrivera ce qui arrivera. Puis moi, je joue ma game comme si rien n'était, puis je me concentre sur les bonnes choses à faire, puis c'est de même que ça va bien. Tu parles de te concentrer sur les bonnes choses qu'il y a à faire. Sur quoi tu penses que tu as à travailler en tant que joueur de hockey pour devenir un attaquant encore plus complet pour le futur? Moi, je pense que c'est plus mon jeu défensif, parce que depuis que je suis tout petit, j'ai tout le temps été un joueur offensif, mais défensif, je suis un peu moins bien. Comment tu abordes ça, le dernier droit de la saison qui arrive avec les séries puis éventuellement le repêchage en juin? Bien, le draft, ça va être quelque chose pour moi qui est vraiment important. Fait que je vais tout donner, puis pour l'équipe, ben, je vais tout donner justement pour qu'on se rende loin en série puis qu'on se rende loin en tournoi. Je sais que tu es concentré beaucoup sur les Chevaliers. En terminant, j'ai envie de te demander, est-ce que tu surveilles un peu peut-être les équipes les plus bas de classement au junior majeur? Est-ce que tranquillement, pas vite, tu regardes ça parce que tu sais fondamentalement que tu vas aboutir quelque part dans les 2-3 dernières équipes au classement général maximum? Là? Ouais, ben je check pas même ça, mais tu sais, il y a des fois que je vais voir, mais sinon, je sortirai où que je sortirai, mais l'important pour moi, c'est plus de prouver ma place puis de jouer junior l'année prochaine. Bien, Joshua Roy, bonne chance pour la fin de la saison. Tu es un nom qu'on a entendu beaucoup parler depuis le début de la saison, qu'on va entendre parler pour plusieurs années encore. Merci beaucoup. Cette semaine, à la question quiz, Denis Morel a été arbitre dans la Ligue nationale entre 1972 et 1994, ce qui en fait un des plus grands officiels québécois dans l'histoire du circuit. Combien de matchs de saison régulière a-t-il officié dans le circuit? Est-ce que c'est A, 1200, B, 1000 ou est-ce que c'est C, 900? La réponse après la pause. La réponse A. Denis Morel a officié plus de 1200 matchs de saison régulière dans la Ligue nationale entre 1972 et 1994. Il a également été d'office lors de 2 finales de Coupe Stanley et 2 matchs des Étoiles. Il était d'ailleurs d'office lors du fameux match May Day, le 24 avril 1993, au cours duquel Brad May, des Sabres, avait touché la cible en prolongation pour éliminer les Bruins en 4 parties. Morel a également été dépisteur au Québec pour l'organisation du tricolore jusqu'en mai 2010. On a discuté avec l'ancien officiel de la Ligue nationale dans le cadre du segment « Mon parcours au hockey mineur ». Mon parcours au hockey mineur, disons, le tout début de ma carrière, j'ai travaillé, je m'amusais à la TUC dans la ville avec le hockey mineur et avec mes amis surtout. C'est ça qui a été plus difficile parce que j'arbitrais mes amis. Donc, la controverse avec mes amis, des fois, m'entraînait souvent la critique et un peu de séparation avec mes amis, des fois, à cause de mes appels que j'ai faits la veille ou durant la semaine.
L'année marquante, c'est quand que j'ai été à Trois-Rivières et qu'on a commencé à travailler avec des arbitres de plus d'expérience et on faisait ce qu'on appelle la ligne Pee-wee Bédard. Ça, c'était vraiment un critère qui était vraiment important pour nous autres quand on était arbitre au niveau mineur. Il s'agit de respecter tous les joueurs, que ce soit à n'importe quel niveau, que ce soit Mosquito, Pee-wee, Bantam et professionnel. C'est le respect des joueurs et le respect du jeu de hockey, que l'arbitre n'est pas le centre d'attraction, mais qui est là pour aider à la partie elle-même. J'adorais Bobby Hall, qui était à Chicago dans le temps. Et par la suite, il y a eu M. Jean Béliveau, Maurice Richard, qui, je pense que c'est des incontournables et que nous devons toujours respecter. Mon premier match a été pendant une semaine avant le match. C'était premièrement la première fois que 3 Canadiens français travaillaient sur la glace. Claude Béchard, Gérard Gauthier, Denis Morel comme arbitre. Et c'était un match contre Atlanta et contre Montréal un dimanche soir. Et la première punition, c'était une altercation Chris Nyland en arrière du filet. Donc, à ce moment-là, tout ça. Et je vous le dis, la première période, je ne l'ai pas vu. Il y a 2 moments que vraiment, ça a été émotionnel pour moi dans ma carrière. C'était, premièrement, la finale, ma première finale de la Coupe Stanley en 88 qui opposait Boston contre Edmonton. Et la partie d'étoiles en 88 à Saint-Louis. Ça, c'était vraiment une partie qui m'a marqué énormément parce que je côtoyais les meilleurs joueurs au monde. Et Denis Morel, personnage de Latuc, personnage de la Mauricie, faisait son match de la ligne des étoiles. Et à ce moment-là, vraiment, c'était un fait marquant dans ma carrière, ça aussi. Croire en ses moyens et persévérer dans son travail. Et le dernier mot, respectueux envers tout le monde. Au retour de la pause, ne manquez pas notre dernière capsule de la saison avec le docteur en psychologie sportive Sylvain Guimont. Il sera question de la résilience chez un joueur qui arrive à la fin de sa carrière. On est aujourd'hui avec le docteur en psychologie sportive Sylvain Guimont. Sylvain, je veux toujours parler de choses positives. C'est ce qu'on a essayé de faire depuis 2 saisons. Mais il y a un petit côté quand même que je veux amener, c'est la résilience lorsque on se rend compte peut-être chez un jeune qu'on ne se rendra pas au rêve qu'on avait espéré, on ne se rendra pas à la Ligue nationale ou à ce qu'on voulait. Comment ça se passe ce moment-là dans la tête du jeune? La première chose, pour reprendre ta question, Jasmin, c'est on ne se rendra pas jusqu'au rêve qu'on a espéré. C'est vrai que ça arrive souvent. Ben oui. C'est vrai que ça arrive souvent. On le dit, c'est 1 qui se rend finalement au bout du compte, peut-être même pas. Puis c'est difficile. Mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher de rêver. Le rêve, c'est ce qu'on a de plus précieux comme être humain. Si on perd notre rêve, on devient déprimé, puis ça peut aller jusqu'à une dépression. Donc, c'est important de vivre ses rêves. Lorsqu'on le fait, habituellement, on va le voir qu'éventuellement, oui, on se rapproche ou non du rêve ultime qui est joué dans la Ligue nationale. Parce que souvent, je leur demande aux jeunes, ils me disent « Ah, j'ai un rêve, je voudrais jouer le plus loin possible. » C'est quoi tu veux dire le plus loin possible? Bien, ils vont me dire « Bien, j'aimerais ça faire la Ligue nationale. » OK, on va le nommer comme ce que c'est la Ligue nationale. Mettre un mot sur le rêve. Oui, on va le mettre le mot, puis c'est correct. Puis si c'était pas ça, supposons on se rend, est-ce que jouer, tu pourrais jouer en Europe, tu peux faire d'autres choses, tu peux aller à l'université, tu peux jouer universitaire. Il y a tellement de possibilités de jouer au hockey le plus longtemps possible que ça demeure un succès que d'avoir évolué le plus loin possible dans un sport que j'aime. Ouais. Donc, ce rêve-là, ça se peut qu'on ne l'atteigne pas. Mais le but d'un rêve, c'est pas l'atteinte du rêve. C'est le moment qu'on vit pour l'atteindre. Il faut être heureux du processus. Lorsqu'on se rapproche de ce rêve-là, Jasmin, on sait qu'on s'est rapproché de ce qu'on aime. Et on a vécu notre passion. À la fin, c'est l'apprentissage à travers ce processus-là. Qu'est-ce qu'on a retenu de tout ça? Exact. Qu'est-ce que ça va nous avoir apporté comme humain au bout du compte de ces 10 années à jouer au sport-études? Exactement, parce que lorsqu'on regarde ensuite les gens qui ont un travail, on se rend compte que les gens qui réussissent bien dans un travail, puis qui souvent vont avoir du leadership, puis vont prendre un rôle de dirigeant, c'est souvent des gens qui ont fait du sport de haut niveau, même s'ils n'ont pas eu les notes aussi hautes, ou même s'ils n'ont pas toutes les caractéristiques. L'école de vie. Mais l'école de vie était tellement importante
qui se ramassent à dire que leur rêve, ils se retrouvent avec leurs rêves qui leur ont aidé à atteindre quand même le meilleur d'eux-mêmes. C'est ça le but. Puis je suis sûr que vous diriez que c'est le succès aussi, même si c'est pas rendu en Ligue nationale, mais qui a joué, on va dire, universitaire ou dans la Ligue de hockey junior major du Québec, c'est pas un échec de ne pas s'être rendu jusqu'au bout du compte, ça reste un grand succès quand même. L'échec et le succès sont dans la même direction. C'est notre société, on a cru qu'un échec, c'était de ce côté-là, puis le succès, c'était de ce côté-là. C'est pas ça du tout. Pour arriver à avoir un succès ici, j'ai eu plusieurs échecs. C'est ces échecs-là qui m'ont amené le plus proche de mon rêve. Si moi, je regarde n'importe quel athlète de haut niveau, ils ont tous connu à différentes époques des difficultés. Même Michael Jordan a été coupé de son équipe au secondaire. Imaginez. Le jeune, lorsqu'il se rend compte, par exemple, qu'il n'atteindra pas le rêve qu'il avait de la Ligue nationale de hockey, le processus qui vient les semaines d'avant ou les mois d'avant, lorsqu'on commence à ruminer tout ça, parle-moi un petit peu de comment ça se passe ce temps-là. C'est sûr qu'il y a une certaine déception. Il y a souvent une partie de déprime qui va précéder ça. Ouais. Ce qui est important, c'est de trouver un autre rêve à s'accrocher. Ça se peut que je vais être instructeur, ça se peut que je reste impliqué avec le monde du hockey. Mais le plus important de ça, c'est de savoir que j'ai fait du mieux que moi j'ai pu. Puis il y a des choses que je peux contrôler, d'autres que je peux pas. Le plus grand succès qui existe dans le monde du hockey, c'est pas quelqu'un qui a fait la Ligue nationale, puis à la fin de sa carrière, il accroche ses patins puis il ne rejoue plus jamais. Le plus grand succès du hockey, c'est quelqu'un qui joue le plus haut possible. Puis lorsqu'il arrête, bien, il continue à jouer dans des ligues de garage où il va payer pour jouer, puis il va jouer jusqu'à 70 ans. C'est là que ça démontre la passion. Ça, c'est la passion. Ça veut dire que ça, la personne a eu du succès dans ce sport-là. L'échec, c'est lorsqu'on arrête de vivre sa passion, peu importe dans quel contexte qu'on se retrouve. En terminant, le point que je voulais conclure, c'est le jeune, lorsqu'il va se rendre compte de ça, c'est normal, passe par une période de déception, de dépression, appelle-le comme tu voudras. C'est normal de passer par cette période-là pour arriver ensuite à l'acceptation. C'est normal et il ne faut pas l'éviter. Oui, tout à fait. Il ne faut pas cacher sa peine. Il ne faut pas essayer de garder ça pour soi puis pas en parler. Et justement, il faut en parler puis dire « je trouve ça difficile » puis de trouver de l'aide puis voir des gens qui peuvent nous aider à ça. C'est ce qui va aider à progresser. Exactement. Trop souvent, les gens vont se refermer sur eux-mêmes. Ils vont garder cette peine-là puis ils ne réussissent pas à s'en sortir justement parce qu'on garde cette peine-là enfuie en soi. C'est de le faire, d'être fier de ce qu'on a fait. Puis si on a de la peine, bien, de le faire, de pleurer, de se sentir que c'est triste. Mais une fois que ça sera fait, je vais être capable de passer à une autre étape. Une fois la résilience faite, puis là, dire, bien, je suis capable de continuer. Puis c'est pas de l'acceptation. L'acceptation, ça veut dire que je suis en accord. Je suis pas d'accord nécessairement avec ça. Je suis pas d'accord avec la maladie d'un enfant. Je suis pas d'accord avec une maladie. Je suis pas en accord avec des problèmes dans la vie. Mais la résilience fait en sorte que je vais continuer en sachant que ce que j'aurais voulu, c'est différent. Mais peut-être que la vie va me montrer autre chose. Peut-être que je vais pas appliquer les qualités de ce que j'ai appris dans le monde du sport au monde du travail, puis je vais devenir une personne aimante et responsable. C'est ça qu'on veut faire du sport. Faire des bons citoyens, au bout du compte. Exactement. C'est le but du hockey. C'est le but du monde du sport, c'est de faire des jeunes adultes de demain qui vont être responsables, qui vont coopérer, qui vont être capables de compétitionner, qui vont être capables de se démarquer, mais surtout et toujours dans l'ensemble d'un groupe pour que tout le monde ait réussi ensemble. Mais on va souhaiter à tous d'accomplir les rêves qu'ils ont et de pouvoir travailler au moins sur eux grâce aux enseignements que vous avez donnés. Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup. Merci à toi. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du hockey. Bienvenue à cette nouvelle chronique équipement. Je suis accompagné encore de notre spécialiste Éric Dupont. Éric, pour la deuxième semaine, on va parler d'équipement de gardien de but. La semaine passée, on a parlé de jambières et de plastron. Cette semaine, de quoi tu veux nous parler? Cette semaine, on va parler de patins de gardien. Okay. On sait que les patins de joueurs ont beaucoup évolué, sont de plus en plus sophistiqués, légers, vraiment la haute technologie. Mais plusieurs personnes ne savent pas que les patins de gardien sont aussi sophistiqués que les patins de joueurs maintenant. Évidemment, on a parlé beaucoup depuis le début de la saison où la vitesse du jeu a augmenté. C'est aussi vrai pour les gardiens, eux, qui doivent s'ajuster à la vitesse du jeu, faire des déplacements latéraux qui sont très rapides. Et pour ça, ça prend une bonne paire de patins. Exactement. C'est pour ça que les patins de gardien sont de plus en plus sophistiqués. Parce que les gardiens, comme tu dis, doivent se déplacer de plus en plus rapidement dans leur crease, dans leur carré de gardien. Oui. Et puis, c'est important d'avoir des patins qui peuvent effectuer le travail. Parfait. Donc, pour commencer, tu veux nous parler de patins CCM et Bauer. Oui, on va débuter avec le patin Supreme 2S Pro. Un patin pour gardien qui a changé l'histoire et qui est de retour meilleur que jamais.
le composite de carbone Curve offre plus de durabilité et de légèreté de mouvement. La lame en acier inoxydable LS5G est recouverte de carbone et finalement, sa nouvelle doublure Lock-Fit Pro maintient le pied bien en place. C'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le CCM SuperTac AS1? CCM a vraiment changé le look de son patin cette année avec le AS1, qui est doté d'une chaussure une pièce novatrice, spécialement conçue pour faciliter les déplacements, accroître la performance et procurer un meilleur ajustement. Sa chaussure une pièce à double rigidité est conçue spécialement en fonction de l'ajustement et de la performance dont les gardiens ont besoin. Une tige plus souple procure un ajustement plus confortable et facilite le déplacement du gardien, ce qui lui permet de meilleures poussées en puissance. Finalement, une semelle super rigide en composite de carbone contribue au transfert d'énergie et à la réactivité lors des poussées en puissance. Et maintenant, Éric, pour ceux qui aiment absolument se faire des patins sur mesure, il y a True qui a de quoi d'intéressant. Exact. True est encore de retour cette année avec ses 2 modèles de patins. C'est vraiment un patin fait 100% sur mesure qui est fait à Winnipeg, au Canada. Il y a plusieurs gardiens de la Ligue nationale qui portent ce patin. Il est disponible dans ça c'est la bottine une pièce, mais il est aussi disponible en 2 pièces dans certains de nos magasins. Super. Merci beaucoup. C'est toujours très intéressant. Maintenant, avant de laisser les gens à la maison, est-ce que tu as quelques critères de sélection qui sont importants à retenir lorsqu'on a bien le temps de choisir un patin? Ouais, tout comme les restes d'équipements de gardien, c'est important de prendre le temps de bien choisir ses patins, choisir la bonne grandeur, la bonne largeur, selon le style de jeu puis le nombre d'utilisations qu'on en fait par semaine. Super, merci beaucoup. La semaine prochaine, on va terminer le segment gardien de but pour notre 3e capsule, la dernière de la saison au niveau des gardiens de but. Tu vas nous revenir avec quoi la semaine prochaine? La semaine prochaine, on va parler de bâton de gardien. Parfait. On va regarder ça. À bientôt. Bonjour, ici Lucien WR. Vous regardez Hockey, le magazine à RDS. La chronique sur la glace est une présentation de Captorder, hygiène du sport. Captorder passe à l'action. Cette semaine, à la capsule sur la glace avec Ramzi Abid de l'Académie de hockey Joël Bouchard. Ramzi, moi, dans ma carrière de hockeyeur, j'ai fait face souvent à des situations de sortie de zone sous pression. Pas de temps à réagir, pas le temps de faire un jeu nécessairement. Mais moi, j'ai la vision d'un défenseur. Toi, comme attaquant, tu veux nous amener un autre point de vue nécessairement dans cette stratégie-là. Oui, justement, Denis, aujourd'hui, on va avoir différentes situations qui arrivent pour la position d'ailier. On va vraiment mettre l'accent sur cette position-là. Parfait. On s'installe puis on regarde ça tout de suite. Bon, Ramzi, dans mon temps à Calgary, j'ai joué 8 matchs à l'attaque. Je te dis, c'est inconfortable de jouer à l'aile quand t'es pas habitué, t'es pas à l'aise dans cette situation-là. Donc, c'est important de le travailler très jeune. Tu as des situations de sortie de zone pour les ailiers. Comment est-ce qu'on récupère la rondelle? Comment est-ce qu'on devient moins vulnérable au contact? C'est sûr que de plus en plus, les entraîneurs mettent la pression sur l'ailier. C'est très, très difficile. Les joueurs doivent prendre des bonnes décisions pour avoir la confiance de l'entraîneur. Parfait. Donc, tu as un exercice pour nous? Fait qu'on s'en vient toujours. On veut que les joueurs prennent l'habitude de toujours revenir vers le milieu en zone défensive pour protéger la maison. Dès que le défenseur récupère la rondelle, on veut un bon pivot d'ouverture. Avant d'effectuer ton pivot, tu peux prendre l'information. OK? Fait qu'on va y aller. Hop! Pivot d'ouverture. Prends ton info. On voit ici qu'il ne prend pas son info. Mais là, c'est correct, il n'y a pas de pression. Go! Info. Tourne la tête. Prends pas d'info encore. Quand on dit, là, pour les gens à la maison, lorsqu'on dit prendre son information, c'est simplement le mouvement de la tête. De voir ce qui s'en vient avant d'avoir la rondelle pour ne pas être surpris si un joueur... En tout temps, tu veux savoir, surtout ailier. Okay? Souvent, les défenseurs vont s'emmener. Le défenseur, souvent, va venir. Un gars comme Denis, là, souvent, quand il voyait que tu ne regardais pas, c'est là qu'il s'en venait. Fait que tout ce que tu as à faire, s'en vient, info, hop, monte ta cible. Maintenant, tu as du temps pour patiner avec la rondelle. OK? Exact. Let's go. Hop. Info, hop. Tu sais, même s'il n'y a pas de pression, on veut que les joueurs prennent les bonnes habitudes, même dans les pratiques. Hop. Info, super. Oui, c'est mieux. Maintenant qu'on vit ça, qu'est-ce que tu veux, la prochaine progression à partir de ça? Bien, souvent, les défenseurs, ils n'ont pas le choix de mettre la rondelle le long de la rampe. Ça va être à l'ailier de récupérer, de sécuriser la rondelle et ensuite prendre la bonne décision. Parfait. OK. Let's go. Hop, prends ton info encore. Hop. OK, stop. Maintenant, on voit l'erreur qu'on fait souvent. OK? La rondelle s'en vient le long de la rampe, on s'en va en angle. Fait qu'on fait le tour du cercle. Vas-y, hop. Et on est en retard sur le jeu. Tu dois prendre le chemin le plus facile. Fait que tu t'en viens, tu vois que la rondelle s'en vient en ligne droite rapidement.
sécurise la rondelle et ensuite prend la bonne décision. Parce que lorsque tu es sous pression, le défenseur, il va descendre, on va dire pincher, il va descendre là. Tu n'es pas en situation de faire le grand tour et de prendre la vitesse pour faire la sortie. Donc, tu dois sécuriser ta rondelle, comme Ramsey dit, pour être certain qu'on ne donne pas à l'adversaire et ensuite de ça, attendre de l'aide de ton joueur de centre, de ton d'autres défenseurs, pour être capable de garder la possession de rondelle. Sécurise, super, go! C'est ça, good. Info. Ouais. Hop! Fait que l'erreur qu'on fait souvent, Denis, c'est qu'on veut partir avant de toucher la rondelle. Exact. On est trop pressé. L'étape 1, c'est de sécuriser la rondelle. Ensuite, prendre la bonne décision. Parfait. À partir de là, tu as d'autres choses pour nous. Là, on va le faire 2 joueurs. Il va y avoir un ailier et un joueur de centre. Moi, je vais être l'entraîneur sur la bande. Je m'en viens sur l'attaquant. L'attaquant va devoir prendre la bonne décision, soit qu'il place la rondelle en arrière de moi ou une passe directe au joueur de centre. Parfait. Let's go, boys. Même chose. OK, prends ton info. Hop! Hop. Parce qu'un allié peut aussi, parce que là, j'ai vu les 2 premiers joueurs sont allés, ils ont récupéré la rondelle, mais on a exposé notre rondelle vers le centre. Le défenseur qui vient peut mettre sa rondelle. Il y a aussi une tactique, j'imagine, on la protège et on vient la protéger pour remettre au joueur de centre qui vient supporter par en dessous. Exactement. Souvent, tu n'as pas le choix. Tu as le défenseur qui s'en vient sur toi. Tu ne peux pas exposer la rondelle, tu dois la protéger et ensuite prendre la bonne décision. Tu ne veux pas mettre la rondelle aveuglement dans le milieu de la glace. C'est la dernière chose qu'on veut faire. On comprend? Tu commences? C'est bon? Hop. Let's go! Hop! Hop! C'est bon. ça. OK. Maintenant, Denis, comme dernière progression, on va le mettre dans une situation de compétition. Okay. On va mettre un vrai défenseur qui va s'en aller sur l'ailier. Il doit prendre la bonne décision. Okay. Soit protéger la rondelle, la placer en arrière de lui ou la donner à son joueur de centre. Go! C'est bien. Oui, beau jeu, ça. Bonne prise d'info. Hop! Go! Bien protégé, excellent. Super jeu, super. Le centre, il est toujours en option. Super, les gars. Des excellents points, Ramsey. Les joueurs font de bon travail. On apprend à protéger la rondelle. On apprend à se synchroniser aussi avec la rondelle qui est le long de la rampe. Il n'y a rien de simple d'une sortie de zone. Quand tu es sous pression, c'est pas facile. C'est une facette souvent oubliée au hockey. Le joueur, l'ailier, doit prendre les bonnes décisions. Souvent, des revirements vont coûter non seulement des buts, mais va donner du momentum à l'autre équipe. Des fois, il ne faut pas penser à aller trop vite. Il faut juste penser à faire des choses bien. Exactement. Parfait. Merci beaucoup, Ramsey. Ça fait plaisir. On se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on aura une émission encore bien chargée pour les gens à la maison. Oui, tout à fait. On va parler du parcours au hockey mineur d'Alexandre Grenier et on va également s'entretenir avec Eve Crépeau pour parler une dernière fois cette année de nutrition sportive. Et je vous reviens pour la dernière de 3 capsules consacrées aux gardiens de but dans la chronique équipement. Et je rejoins Martin Brochu pour des exercices de gardien de but. Bonne semaine! Hockey le magazine vous a été présenté en collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec.